Parler 20 minutes de ce thème abyssal et profond est bien sûr une gageure, une fantaisie, mais aussi, vous allez voir, un problème sérieux. En effet, il y a un lien clair entre le gros cul et la beauté du corps des femmes. Parce qu'on peut s'étonner que gros cul soit une insulte dont aucune femme ne souhaite être affublée, contrairement à gros seins ou petits seins, dont on ne partage pas la même... Enfin, ce n'est pas une insulte. Donc, on s'étonne car il n'en faut pas toujours ainsi. On pense tous à la Vénus calipige, dont on voit une représentation là, la Vénus calipige, qui est un petit peu drapée. L'original, enfin, une proche de l'original, serait plutôt celle-ci. La Vénus calipige, c'est en fait calipige, ça veut dire belle fesse, et c'est devenu l'idée de fesse opulente. Hein, on parle de Vénus calipige. Et c'est en fait un culte qui était donné, enfin, fait à Aphrodite. Aphrodite se regardant les fesses. Donc c'est un rituel rendant compte de la beauté d'Aphrodite. On pense aussi à la Vénus Hottentote, plus connue du fait du film, la Vénus Hottentote, dont on voit une représentation. La Vénus Hottentote, c'était une Sud-Africaine de la tribu Xhosa, qui avait, alors elle, c'est plutôt une Vénus stéatopige, c'est-à-dire des fesses grasses, littéralement, stéato gras et fesses pige, qui avait été ramenée en Europe pour servir de démonstration dans un zoo humain, tant les fesses semblaient énormes et tout à fait atypiques. Elle charmait certains Européens, elle en scandalisait d'autres, mais en tout cas, on pouvait reconnaître du charme à Sarah Baartman, femme Xhosa. Moi, je voudrais plutôt parler de la Vénus de Lespugue, au départ. Voici la Vénus de Lespugue. Donc ça, c'est une Vénus, c'est une petite statue d'ivoire qui a été découverte du côté de Toulouse en 1922 et qui renvoie aux Gravétiens. Alors le Gravétien, c'est une culture préhistorique du Paléolithique supérieur. Et vous voyez, on voit bien les parties charnues, à la fois les seins, les fesses, les cuisses, le bas du ventre. On ne sait pas exactement à quoi elle servait, mais ce qui est étonnant avec la Vénus de Lespugue, c'est qu'on a découvert en fait, dans différentes cultures en Europe, au même moment, le même type de représentation du corps féminin. Et des cultures qui, géographiquement, étaient tellement éloignées qu'elles ne pouvaient pas se connaître. D'où la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas en fait l'émergence là d'une représentation de ce que doit être le corps féminin beau, avec de belles fesses et de beaux seins, donc des parties très charnues. Est-ce qu'il n'y a pas là une représentation universelle, puisque si ça appartient à plusieurs cultures qui ne se connaissent pas, on peut penser à quelque chose de commun, et donc d'universel, et donc quelque chose peut-être qui est propre à la représentation que tout humain se fait de la beauté du corps humain, du corps des femmes, pardon, avec des parties charnues. Et donc il y aurait peut-être une beauté universelle du corps féminin. Hélas, si le gros cul fut beau, il ne l'est plus, puisqu'il est aujourd'hui objet d'invective. Alors, est-ce la preuve que les canons de beauté sont culturellement, historiquement déterminés? Ou est-ce qu'il y a une beauté universelle? C'est à partir de cet exemple trivial que nous allons poser ce grand problème philosophique dont on ne cesse de discuter. Et alors, on va partir d'abord de l'expérience que ça a fait d'être injurié, d'être insulté par un gros cul. Mesdames, j'en appelle à votre expérience peut-être, ou pas, peut-être, ou la crainte que vous avez eue de recevoir un jour cette insulte. Parce que c'est ça qui est important. Que dit cette insulte? Elle dit l'interdiction pour les femmes de trop épaissir, et l'insulte est une façon de nous rappeler violemment la norme, à savoir que notre nature, notre corps qui naturellement a tendance à amasser des graisses à cet endroit-là, ne doit pas se laisser aller justement à sa nature. Il faut transcender la nature. Il faut que la femme transcende sa propre nature. En même temps, le corps des femmes, par cette insulte, est ramené à sa matérialité. Donc, on n'a pas équivalent pour les hommes.
Je cherchais un équivalent qui discriminerait chez l'homme une partie du corps qu'on accuserait d'être trop épaisse. Il y a gros lard, alors j'ai trouvé gros lard, mais gros lard c'est plutôt pour la grosseur générale du corps, pour un homme un peu enrobé. Ou alors peut-être pour qu'il y ait une qualité un peu molle. Gros lard pour quelqu'un qui est un peu mou. Mais aucune des parties précises, distinguées du corps n'est accusée d'être grosse chez l'homme. Donc, par contre, chez la femme, oui. Donc on la ramène à sa matérialité. Donc c'est l'ambiguïté de cette transcendance. À la fois, on lui demande de dépasser sa matière, et en même temps, on la ramène sans cesse à son corps. Et justement, dans la culture grecque, il y avait cette idée que la femme était d'abord matière, elle était passive, et qu'elle devait recevoir la forme et l'activité de l'homme, la semence de l'homme, lui apporter la forme, tandis que l'ovule était la matière nourricière qui passivement recevait la semence. Et donc ramener sans cesse la femme à sa matière, c'est d'une certaine manière la ramener à sa passivité. Alors, pour aller plus loin sur l'analyse de l'insulte, je vais me servir là des analyses de Camille Froidevaux-Métry dans Un corps à soi, au Seuil, en 2021. Elle pense que le corps des femmes a été réduit et subit une réduction permanente. Alors, elle s'appuie là-dessus sur une enquête de Iris Marion Young, Bouger comme une fille. Et Jung a voulu montrer la façon de différencier dont les garçons bougeaient, dont les garçons et les filles bougeaient, et notamment en lançant une balle. Et elle montre en fait que les garçons, quand ils lancent une balle, alors là, désolé, j'ai le micro, mais quand ils lancent une balle, ils lancent avec tout le corps. Tandis que quand les filles lancent la balle, elles lancent juste avec un bras, et le reste du corps est figé. Et elle montre en fait que dans tous les actes sportifs, grimper, courir, frapper, c'est la même chose, mais aussi dans les actes du quotidien, se tenir debout, marcher, s'asseoir. On voit bien par exemple les femmes se tiennent les jambes croisées et les jambes croisées, tandis que les hommes ont tendance, pardon Stéphane, à occuper l'espace avec leurs bras, leurs jambes, voilà, par exemple. Donc les femmes, pas facile avec la main gauche. Donc les femmes réduisent leur mouvement, et Iris Young en déduit que les femmes vivent leur corps comme un fardeau qu'il faudrait à la fois traîner, pousser et protéger, comme une charge simultanément lourde et fragile. Donc à travers l'entrave des corps, et parce que l'on pense le corps comme intentionnalité, ce sont les possibilités d'action que la corporalité entravée des femmes empêche de rejoindre. Le monde devient pour elles un espace qu'elles hésitent à investir. Alors de cela, nous avons une illustration typique avec Adèle Aurin. Adèle Aurin est une artiste et femme trans. Donc elle est passée de homme à femme. Et voilà ce qu'elle dit en devenant femme. J'ai perdu le privilège de croiser les regards. Je parle moins fort. Je contrôle mes gestes pour les réduire au minimum. L'expérience de ma naissance dans un genre féminin est celle d'une réduction. Si je veux être perçue comme femme, je dois occuper le moins de place possible. Et ça, les jeunes filles vivent cette demande de réduction lorsqu'elles deviennent pubères avec les critiques des garçons. Et donc, derrière cette demande de réduction, on voit, ce sera le deuxième point de ce premier temps, on voit en fait se mettre en place une sorte de logique oppressive, aliénante, et qui se manifeste d'autant plus dans le diktat de la minceur. Mais alors, d'où vient ce diktat de la minceur pour les femmes ? À quelle époque il est né? Quand on voit cette Vénus, et j'ai oublié de dire que c'était il y a 25 000 ans, on avait cette représentation. Et ce diktat de la minceur, il apparaît dans les années 30, et surtout dans les années 1960, donc c'est assez récent en fait. Et en effet, il va y avoir à ce moment-là une construction sociale de la Grèce, comme un envahissement disgracieux et délétère, dont il faut se défaire par la seule force de la volonté. Et Rosella Gigi, dans un article passionnant sur l'invention de la cellulite, montre que le discours scientifique à cette époque devient moralisateur et entraîne le rejet de l'obésité, mais aussi le rejet des obèses. Donc, à partir des années 2000, on va commencer à renforcer encore l'idée que le surpoids est associé à la mauvaise santé. Et on referme sur les femmes un étau, sur les femmes rondes, un étau entre culpabilisation, tu as échoué à te maintenir dans les formes attendues, et
la mésestime de soi, tu es en plus en mauvaise santé. Donc la femme est soumise à ce diktat et elle doit exercer en permanence sur elle un contrôle sur son volume. Donc ça entraîne des heures passées à se muscler, à faire de la gymnastique et du pilate. Et ça entraîne des heures aussi passées à trouver des tenues qui cachent les rondeurs et en même temps révèlent ce qu'elles peuvent quand même révéler. Ou maintenant on voit les jeunes filles passer des heures à trouver des tutoriels pour faire du contouring. Je ne sais pas si vous voyez le contouring, ça consiste à se mettre un petit peu de peinture, de poudre sur le corps. Quand vous avez un croc-top, ben ça vous permet de vous faire la taille plus fine, une sorte d'illusion d'optique, quoi, de trompe-l'œil. Vous voyez? Alors, il y a ça, donc elles contrôlent leur corps, mais en plus, elles sont dans un rapport d'insatisfaction permanent avec leur corps. Est-ce que j'ai pas un trop gros cul? Est-ce que j'ai pas de trop grosses cuisses? Est-ce que mes mollets ne sont pas trop gros? Est-ce que j'ai assez de seins? Est-ce que j'ai trop ou pas assez? Donc, vous voyez, trop ou pas assez, ça montre vraiment une logique oppressive à l'œuvre dans la construction du narcissisme féminin, toujours insatisfaisant, toujours humiliant. Bon, Annie Ernaux en parlait aussi dans Mémoire de fille. Elle disait tout à fait qu'elle avait voulu, pour plaire à son premier amour, devenir une pin-up, enfin, ressembler à une pin-up en faisant un contrôle sur ce qu'elle mangeait, puis finalement elle est tombée dans l'anorexie et le cycle infernal de l'anorexie. Alors, est-ce que, ça va être la deuxième partie de notre discours sur le gros cul, est-ce qu'il ne faudrait pas, en réaction à ce que nous venons de voir, c'est-à-dire cette logique oppressive, est-ce qu'il ne faudrait pas faire reconnaître la beauté du gros fessier et le gros fessier deviendrait du coup un enjeu politique? Eh bien justement, c'est le cas. Le gros fessier devient un enjeu politique. Je vais essayer de le démontrer avec une danse, le twerk. Une danse qui est devenue à la mode. Alors le twerk, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ou eu l'occasion de danser le twerk, en tout cas je vous le conseille. Ah oui, le twerk, hop. Alors, voilà, une représentation, ça c'est une femme qui danse le twerk. Donc vous voyez, derrière, c'est important, il y a de la musique condensée, cadencée, c'est pas nécessairement... des tam-tams ou des djembés, ça peut être simplement de la musique cadencée. Et c'est une danse où la danseuse secoue ses hanches et ses fesses. Le terme vient de twist et de jerk. Alors le twist, on connaît tous, hein, c'est proche du rock. Le jerk, c'est une danse où il faut secouer toutes les parties de son corps. Et donc le twerk, ça consiste en une danse. Alors on dit qu'elle est sensuelle, parfois qu'elle est sexuelle. C'est pas tout à fait vrai si on regarde, parce qu'en fait ça consiste à faire bouger uniquement la masse graisseuse des fesses, vous voyez, elle vibre, et en même temps, il y a des mouvements de rotation uniquement sur ces fesses. C'est très difficile à faire, parce qu'il faut bouger le moins possible les jambes, les genoux, mais uniquement faire vivre cette partie-là. Et c'est intéressant, parce que cette matière qui d'habitude est inerte, est considérée comme un amas, et bien là, elle prend vie. Alors, le twerk est devenu à la mode. Il vient de pays africains, il vient du Mapuka, du Soukous, il vient de Côte d'Ivoire et du Gabon. Et il a permis de valoriser les gros fessiers et de les faire reconnaître comme étant valides, éventuellement beaux. D'où d'ailleurs des artistes comme Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, dont on met les fesses en valeur, comme c'était le cas avec Marilyn Monroe dans les années avant le diktat de la minceur. Alors vous me feriez peut-être une objection. Je regarde le temps, je ne sais plus. Vous me feriez peut-être une objection, c'est que les fesses qui sont autorisées médiatiquement sont souvent musclées et lisses, et en plus elles vont avec une taille fine et un ventre plat. C'est vrai, c'est le cas de Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian d'ailleurs. Donc là encore, on sent qu'il y a encore un diktat qui pèse sur le corps des femmes. Mais en réalité, le twerk bouge un peu ces injonctions-là. Autre raison qui nous fait penser que le gros fessier est un enjeu politique, c'est que souvent, un gros fessier a été attribué aux femmes noires. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que les femmes qui dansent le twerk soient d'abord des Africaines. Pourquoi?
parce qu'on a toujours représenté des Africaines comme étant en surpoids, ou musclées, ou ayant les cheveux courts, pour les exclure, pour les mettre du côté du lait. Elles sont volumineuses, musclées, les cheveux courts, elles sont donc masculinisées, et ce ne sont pas de vraies femmes, de quoi justifier les violences dont elles sont victimes. Ce qu'une poétesse, Kiyemis, va appeler la misogynie noire. La misogynie noire, c'est lorsque les femmes noires sont définies comme l'opposé de l'idéal féminin occidental construit par le patriarcat. Ça va permettre de rejeter ces femmes comme non valides. Donc pour les femmes noires, faire reconnaître le gros fessier, c'est un enjeu politique. Donc la réhabilitation du gros cul permet la reconnaissance de l'égalité. On voit que le jugement de beauté de laideur, finalement c'est une question de sexisme et de racisme. Finalement c'est une construction sociale, une norme culturelle permettant de sélectionner et de discriminer. Pourtant, dans le dernier temps qu'il nous reste, je vais émettre une hypothèse totalement autre et je vais proposer une autre lecture de tout ça, que je soumets à votre sagacité. On pourrait regarder les choses, non pas du point de vue de la politique, mais du point de vue de l'énergie, de la vitalité. En fait, redonner par la danse de la vitalité à des parties qui normalement sont considérées comme immobiles, est-ce que c'est pas essayer de redonner de la vie, de la santé à une partie du corps? Et donc la beauté aurait quelque chose à voir avec la vie, la nature, la santé. Et ça, c'est une hypothèse que fait Schopenhauer dans la métaphysique de l'amour, chapitre que l'on trouve dans Le monde comme volonté et représentation, où Schopenhauer dit que l'homme est naturellement attiré par la plénitude des chairs, c'est-à-dire une prédominance de la fonction végétative, de la plasticité. Pourquoi? Mais parce qu'il promet au fœtus une copieuse nourriture, d'où la forte attractivité qu'exercent, par exemple, toutes les formes pleines, mais notamment les seins pleins. Alors lui, il parle plutôt des seins pleins, mais aussi les fesses pleines. Donc, par contre, il dit, il ne faut pas que les femmes soient trop grasses, par contre. Sinon, elles nous inspirent de l'aversion. Alors pourquoi? Mais parce que la cause en est que cette constitution est un signe d'atrophie de l'utérus et par suite de stérilité. L'esprit ne s'en rend pas compte, mais l'instinct, lui, le sait. Donc on ne va pas être attiré parce qu'il y a stérilité. Et justement, ce qui nous attire chez l'autre, c'est le fait de pouvoir nous reproduire. C'est un plan de la nature. La nature cherche, à travers l'illusion de l'amour et l'attraction de la beauté, la nature cherche à nous pousser à nous reproduire et à faire des rejetons qui soient le mieux possible, en meilleure santé, et qui représentent aussi un idéal type de l'espèce humaine. Donc la beauté d'un corps, pour nous, c'est ce qui va nous permettre de faire le meilleur rejeton possible. Donc, j'ai dit l'amour est une illusion dont le but est la reproduction. Et alors il y a deux conséquences à ça. C'est la beauté d'un corps, en fait, pour Schopenhauer, c'est ce qui est conforme au type pur de l'espèce. Par type pur de l'espèce, il ne veut pas dire qu'il y a un humain qui géographiquement est mieux que nôtre. Il veut dire que c'est le type pur de l'espèce humaine comparé à des espèces animales. Par exemple, on va être attiré par un front large et bombé, mais on ne va pas être attiré par une personne qui a le front écrasé, parce que ça nous rappelle trop le singe. Donc on va chercher plutôt à perpétuer une forme humaine typique, propre de l'humain, vous voyez? Donc c'est ça qui va nous attirer dans la beauté. Alors comme il dit aussi, on peut tout à fait être attiré par quelqu'un qui a les hanches larges, parce que soi-même, on a des hanches étroites. Vous voyez? On va faire des appareillements dépareillés en vue d'avoir des enfants qui soient un petit peu... qui composent la complémentarité des deux parents. Voilà. Les deux parents sont imparfaits, ils vont essayer de faire une complémentarité pour avoir un meilleur enfant. Donc voilà. C'est fini? Mince.
je vais faire une conclusion. D'accord. Donc on a vu trois dimensions dans le gros cul. Hein. On a vu le gros cul dans sa dimension d'injure et d'aliénation de la femme. On a vu le gros cul comme dans le twerk comme une action politique de libération. Et enfin, on vient de voir que ça peut être beau, en fait, parce que ça réveille chez nous un instinct naturel de reproduction. Et ce qui était d'ailleurs dans la Vénus de Lespugue. La Vénus de Lespugue, on pense que ce qu'elle représente, c'est la fécondité. Et donc il y aurait quelque chose de naturel dans la beauté du corps humain pour Schopenhauer. Et on pourrait finir là-dessus de façon un petit peu abrupte. Voilà.